invitation. Essayez de voir une petite notification en rouge. D'accord? Voilà. Là, le coach est là. Bien sûr, vous m'entendez? Excellent. Très bien. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. Est-ce que c'est possible Voilà. Là, c'est juste par rapport à la caméra, mais tout est bon. Bah déjà, bonsoir Nasser. Je suis très ravi, voilà, d'être avec vous, d'accord, d'inviter un grand nom comme vous, un grand nom qui a laissé une trace dans le foot africain, dans le foot marocain, un nom qui a changé la stratégie, euh, surtout et la relation entre une fédération et les joueurs binationaux, c'est-à-dire qui évoluent dans les championnats européens, un coach et un quelqu'un qui avait une empreinte et une trace par rapport au succès des Bleus vers les années 98. C'est Nasser Larguet, né le 6 novembre 1958 à Berkane. Et d'ailleurs, quand on dit Berkane aujourd'hui, on dit le club numéro un. On part côté structure, côté titre. Nasser, je vous laisse un mot d'accueil pour saluer toutes les personnes qui vont nous rejoindre et qui vont regarder ce live. Là, on va parler de tout. Écoutez, merci Mohamed pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de, de parler de football, de saluer aussi toutes les personnes qui vous suivent. Et c'est un Ouais. plaisir d'échanger. Juste quelques petites rectifications. D'abord, effectivement, j'ai participé à un mouvement je dirais, de progression du football marocain. Je n'étais pas le seul parce que c'était d'abord l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Effectivement. Et puis aussi avec un président de fédération qui a été vraiment un leader dans ce changement. Et la Oui. deuxième chose, bon, je suis originaire de Berkane par ma famille paternelle, mais je suis né à Sidi Slimane, qui est à quelques kilomètres de Kenitra, mais je suis de l'oriental, bien sûr. Mes origines sont de l'oriental de Berkane. Voilà. D'accord. Nasser, on rentre directement sur le sujet. Bien sûr, je ne sais pas ce que ça a devenu sens exact que les grands noms qui ont marqué l'histoire de tout ce qui est entraînement, tout ce qui est formation des joueurs, ils n'avaient pas une très grande carrière en tant qu'un joueur, d'accord? Mais moi, je vais rentrer directement sur le sujet phare, c'est le sujet d'être un entraîneur. D'après une petite carrière, c'est-à-dire une carrière footballistique, vous êtes rentré directement sur le domaine d'entraînement. C'était un don, ça a été quelqu'un qui vous a dit que vous pouvez devenir un formateur, un entraîneur, ou bien comment ça a été passé? Écoutez, là aussi, par rapport à l'introduction, il ne faut pas oublier que je suis un pur produit du football français, de toute la formation, parce que je suis né, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mon bac. Quand je suis arrivé au bac, avec mon bac, je suis arrivé en France pour mes études universitaires. Donc, j'étais destiné à faire de la biologie. Ça n'a pas marché. Après, je me suis orienté vers la biologie et j'ai été enseignant. J'ai été enseignant pendant 2 ans, prof de maths et de sciences nat. Et en même temps, j'ai eu la chance de croiser des gens dans une carrière, dans une vie en général. Croiser Oui, des gens qui vous tendent la main, c'est quelque chose d'important. Le premier qui, euh, j'ai eu la chance d'abord d'être dans un premier club amateur. C'est vrai, j'ai pas fait de carrière professionnelle en tant que joueur. J'ai joué dans un club amateur qui était la STTT de Caen, qui était un très très bon club formateur de jeunes. Et j'étais sensible à la jeunesse parce que quand j'étais dans mon pays, j'adorais le foot. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Kenitra, qui était un grand club formateur. Je me rappelle d'un entraîneur qui s'appelait Soueri, qui a sorti énormément de joueurs qui ont joué en équipe nationale. J'étais baigné un petit peu dans l'ambiance. Je ne jouais pas au CAC, bien sûr, mais je baignais dans cette ambiance. oui. Et le premier entraîneur je ne sais pas comment il a fait pour déceler quelque chose chez moi. C'est Monsieur Lizy, qui était l'entraîneur d'un club de troisième qui était descendu en quatrième division, qui s'appelle Ah, l'US Normande. oui, Zygmunt Lizy, qui m'a demandé de l'accompagner sur des entraînements de jeunes. C'est ce que j'ai fait. Et il a été oui, le premier à m'envoyer passer mes diplômes d'éducateur en même temps que j'étais à la fac. Et puis oui. après, petit à petit, progressivement, j'ai continué à apprendre. J'ai commencé à apprécier ce domaine-là et j'ai approfondi. Avec beaucoup d'humilité,
j'ai essayé d'apprendre des autres. Et puis, j'ai eu la chance à chaque étape d'avoir des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont poussé à aller vers ce métier-là. Et donc, voilà. Et après, j'ai eu un premier club professionnel qui m'a contacté en 1989, qui était le FC Rouen, qui était en Oui, deuxième division pro. Et c'est là où a effectivement. commencé l'aventure dans le monde professionnel. D'accord. Nasser, en restant sur cette aventure, vous savez, quand on apprécie un domaine, on aime toujours on vise toujours grand. Donc, pourquoi vous avez choisi tout ce qui est formation et pas d'être un entraîneur, par exemple, d'entraîner un jour un club de haut niveau? Quelle est la différence entre, c'est-à-dire, quelles est les clés de réussite pour être un très grand formateur vis-à-vis d'être c'est-à-dire, vis-à-vis d'être un grand coach dans un club professionnel? Alors, il y a deux métiers. Il y a le métier de formateur, il y a le métier d'entraîneur professionnel. L'entraîneur professionnel, c'est quelqu'un qui a la capacité d'utiliser les joueurs pour la performance d'une équipe à chaque week-end ou chaque 3 jours. Et Oui. le formateur, c'est quelqu'un qui est sur du long terme. C'est quelqu'un qui a le sens de la détection des Ah, talents, voilà. une vision de ce qui peut être au moins dans les 3 ans à venir, dans les 5 ans, dans les 6 ans, et Oui. qui met, je dirais, qui met d'abord l'idée de formation en avant plutôt que le résultat brut du match. Donc voilà, ça D'accord. c'est la différence des deux. Et comme moi, j'étais conscient du retard que j'avais puisque j'étais pas passé par le monde professionnel en tant que joueur, la filière qui m'intéressait le plus, c'est former des jeunes. Former des Oui. jeunes parce que aussi mes 2 années d'enseignant m'ont donné une certaine pédagogie, une certaine approche avec les jeunes. Comme le foot était une passion et comme je voyais que ce que je faisais dans l'enseignement, j'avais fait un parallèle entre l'enseignement et ce qui se passait dans le foot parce que pour Oui. devenir professionnel, ça veut dire quand vous êtes, quand vous préparez un métier de médecin, eh ben, vous êtes au primaire, vous passez par le collège, vous passez par le lycée, Par des étapes. l'université pour avoir un métier. Et le football, Effectivement. c'est la même chose. Vous avez l'école de foot, vous avez la préfo, la formation. Et moi, j'ai aimé ça. Donc, je me suis consacré à ça parce que c'était ma passion de Oui. détecter ces jeunes, de les accompagner et leur donner un avenir. Oui. Restons toujours sur ce domaine de formation. Toujours quand on parle d'un coach, d'un entraîneur professionnel, on sort un peu de notre sujet juste un petit peu. Il y a toujours un entraîneur qui était impacté par une certaine école. À quel point le fait que vous étiez en France, ça vous a aidé parce que ça reste que la France, un des grands pays au niveau de formation du footballistique, et qu'elle vous a poussé un petit peu ou bien qu'elle vous a aidé d'aller jusqu'au bout, d'être voilà et de se démarquer dans ce domaine de formation. Eh ben, écoutez, la France est parmi les meilleurs clubs, les meilleures fédérations au monde en termes de formation des entraîneurs, comme l'Espagne, comme les pays sud-américains. Donc, il y a pas mal de pays et la France fait partie vraiment des meilleurs au niveau international. Et j'ai eu cette chance-là d'atterrir en France pour faire mes études et puis aussi pour être formé. C'est vrai que la France est une bonne école, mais je ne me suis pas arrêté là parce que je sais que le football, c'est un sport universel, Oui. que la vérité n'est pas qu'un seul endroit. Donc, je Mhm. me suis donné les moyens d'aller voir ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe en Afrique. Ouais. Donc, tous ces contacts que j'ai eus et aussi en Allemagne, quand j'ai passé mon formateur, j'ai fait mon stage en Allemagne. Donc, voilà, donc j'ai essayé de me nourrir un petit peu de ce qui se passait dans le monde, Oui. m'ouvrir un petit peu au football international, qui m'a permis eh ben, d'avoir euh, les clés de l'entraînement, les clés de la formation et de l'accompagnement de ces joueurs. Parlons de l'Afrique, bien sûr, après toute cette carrière, toute cette expérience en Europe, bien sûr, il y avait le contact, bien sûr, pour rejoindre la fameuse académie, l'académie Mohamed VI, d'accord?
comment ça a été le contact au début? Déjà, il y a une salutation de la part de notre grand joueur, notre grand chroniqueur de Beansport, Youssef Chipou, qui est en train de vous saluer. Et là, parlez-nous un peu du contact pour rejoindre l'Académie Mohamed VI. Comment ça a été passé? À quel point entre la vision de Sa Majesté Mohamed VI, il y avait un seul nom, le plus compatible par rapport à l'exigence, par rapport à cette vision, par rapport à cette ambition de Sa Majesté, qui peut mettre tout ce qu'il veut, Sa Majesté Mohamed VI, sur le terrain, au niveau de tout ce qui est formation, au niveau de tout ce qui est développement de la qualité des joueurs marocains. D'abord, mes salutations à Youssef, à quelqu'un de De Kenitra Kenitra, aussi, de Kenitra, effectivement, hein. j'admirais en tant que joueur et qui contribue au développement des jeunes et football. Bah, pour l'académie, c'est une belle histoire parce que ça faisait 25 ans que j'étais dans les centres de formation en France, notamment j'ai commencé à Rouen, j'ai fait Cannes, j'ai fait Caen, j'ai fait Le Havre, j'ai fait Strasbourg. Et un jour, en étant à Strasbourg, ben, j'ai reçu une invitation du secrétariat particulier de Sa Majesté pour avoir juste une rencontre pour me parler d'un projet de Sa Majesté, puisque Sa Majesté a eu l'idée, il est Oui. vraiment le précurseur de ce qui se passe aujourd'hui dans le football marocain. Il s'est demandé pourquoi, ça fait déjà quelques années, nous avons été un pays formateur, puisqu'on a envoyé des Chico, on a envoyé des Boudelbala, des Haddaoui, des Badou Zaki. Énormément de joueurs à l'époque partaient du Maroc vers l'étranger. D'un seul coup, il n'y en a plus eu. Et au niveau des championnats, nous avions des équipes, des grandes équipes marocaines qui ne passaient pas les premiers tours de la Champions League. Le Ouais. Maroc commençait à être absent des Coupes du Monde, il commençait à être absent des deuxièmes tours des Coupes d'Afrique. Donc, il a posé la question il se passait Le quoi? pourquoi. Donc, il y a des conseillers autour de lui qui lui ont parlé que aujourd'hui, nous avons oublié ce qui faisait l'ADN de notre football, c'est la formation. Et Oui. donc, il a demandé que le Palais Royal puisse travailler sur un projet. Et donc, comme je pense que je n'étais pas le seul candidat pour ce poste-là, donc ils m'ont appelé comme ils ont vu que j'étais marocain d'abord. Deuxièmement, avec 25 années d'expérience dans la formation, puisque j'étais directeur de centre de formation, entraîneur des réserves et puis Mhm. formateur de joueurs. J'ai eu la chance d'accompagner un certain nombre de joueurs. Et donc Oui. voilà, ça s'est fait comme ça. Et le choix s'est fait sur ma personne et j'en étais et j'en suis toujours très honoré et fier d'avoir été je dirais, dans le déclenchement de ce qui se passe dans le football. Eh ben, j'étais là comme le maçon qui est en train de construire la dalle pour construire la maison de demain. Voilà. Et bien sûr, le maçon, avec son expérience, il a fait une petite comparaison entre le jeune Européen qu'il a formé en France et le jeune Marocain. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme une différence? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Pendant mes dernières années de formation, justement en France, quand j'étais à Strasbourg, je me disais, mais aujourd'hui, de plus en plus, les centres de formation, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient issus de l'immigration et Ouais, beaucoup de l'immigration africaine, ouais, sénégalais, camerounais, ivoiriens, marocains, algériens, tunisiens. Je me suis ouais, dit, mais on arrive à former ces joueurs et rappelez-vous, 98 à la Coupe du Monde, euh, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient issus de l'immigration, qui ont gagné la Coupe du Monde. Je me suis dit, mais comment se fait-il que on est capable de former des joueurs originaires de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, etc., et qu'on ne ouais, soit pas capable dans nos pays de former ce type de joueurs qui ouais, sont capables d'aller gagner une Coupe du Monde, etc. Et c'est bizarre parce que dans ma réflexion, il y a eu cette proposition. Il y a cette proposition. Et ouais, honnêtement, quand je suis arrivé donc au Maroc, bon, pendant les 2 années de la construction, j'ai eu la chance de parcourir tout le Maroc pour faire la détection seule des joueurs. ouais, J'ai vu plus de 15 000 enfants et quand je faisais la comparaison entre ces enfants qui étaient de villages, qui étaient de quartiers, certains étaient dans des écoles de foot, de clubs au Maroc, on n'avait rien à envier des joueurs qui étaient dans des structures déjà très élaborées en France, avec une programmation, avec des entraîneurs diplômés, puisque j'ai rencontré des jeunes joueurs qui étaient entraînés par
par des éducateurs Ouais. qui étaient pas mal, mais sans aucune formation. Ouais. Et je me suis dit, si demain on est capable de former des bons éducateurs au Maroc et qu'on donne un espace pour ces jeunes-là au niveau de la formation, leur donner des infrastructures et des structures comme en Europe, j'étais Ouais. persuadé qu'on était capable de réussir quelque chose. Et les joueurs, par rapport à votre question, je vous assure qu'en termes de qualité, on n'avait rien à envier de ce qui se passait en Europe. D'accord. Et avant qu'on parle de votre belle expérience aussi au sein de notre fédération, bien sûr, votre arrivée égale des objectifs. Les objectifs du court terme, ils étaient quoi? Les objectifs du moyen terme, ils étaient quoi au sein de l'académie? Ben, nous, quand j'ai mis quand j'ai écrit le projet avec Monsieur Mohamed Mounir El Majidi, qui était mon président, avec Effectivement. aussi Mohamed Zghari, qui était mon responsable administratif, et certaines personnes qui étaient chargées de mission du secrétariat particulier. Ouais. D'abord, on souhaitait vraiment se calquer et former des joueurs de très haut niveau, qui soient des joueurs qui deviennent professionnels, dont le football deviendra leur métier sur du long terme. Pas des professionnels qui vont être pendant 2 ans, 3 ans, Tout à mais des fait. joueurs sur au moins une dizaine d'années. La Ouais. deuxième chose, ce soit des joueurs qui alimentent les équipes nationales de jeunes, puisqu'à l'époque, Ouais. il y avait les moins de 17 ans, il y avait les moins de 20 ans, il y a l'équipe olympique. C'est de Ouais. dire, plus on aura de joueurs dans les équipes nationales, plus notre travail Et qu'il y aura sera de la identifié comme motivation, du sens de motivation. la bonne démarche, d'accord? Tout à fait. Et on n'avait pas ciblé de dire nous allons former des joueurs pour aller en Europe, loin de là. On Ouais. s'est dit d'abord on va former nos joueurs localement. Si demain il y a des clubs qui s'intéressent à nos joueurs, eh bien ils viendront à l'âge de 18 ans les récupérer. Donc pour nous, c'était donner un métier à ces jeunes Ouais. et deux, alimenter nos équipes nationales. Et au bout de 2 ans, 3 ans, c'était déjà le cas. On Ouais. avait pratiquement dans toutes les équipes nationales, moins 17, moins de 20 et olympiques, il y avait des joueurs de l'académie. Ça, c'était vraiment déjà le témoin. Et bien sûr, on participait aux compétitions, qui n'était pas le but principal, aussi pour essayer de s'étalonner par rapport à nos propres joueurs dans les clubs. On faisait Ouais. jouer nos équipes, on avait des moins de 13, des moins de 15, des moins de 17 et des moins de 19. Et Ah on oui. jouait contre des joueurs plus âgés, de 1 an, 2 ans. Et sur les 5 années, ben, il y a eu 2 titres de moins de 15, il y a eu 2 titres des moins de 19 et on a été vice-champion des moins de 17 ans. Et Mhm. on avait au moins une quinzaine de joueurs qui étaient dans les équipes nationales de jeunes. Donc, le projet de Sa Majesté était en bonne voie. Voilà. Je voulais revenir, je voulais rester avec vous sur un point très important que vous avez évoqué, c'est de former un joueur de haut niveau. Là, je vais aller c'est-à-dire dans le fond c'est-à-dire de cette information. Est-ce que ça nécessite un type de formateur qui était un ancien joueur formé, ou ça nécessite un éducateur qui apprend, c'est-à-dire qui apprend un peu de tout ce qui est formation de football, et hop, ça peut permettre à ce formateur de former un jeune joueur de haut niveau. À quel point un formateur praticien peut avoir plus d'impact qu'un formateur qui n'était pas un praticien? Non, non, les deux sont importants. Et d'abord, il faudrait que pour moi, l'ex-international, l'ex-joueur qui a été professionnel est un énorme avantage. Il faut pas se le cacher. Nous à l'académie, on a vu Khalid Fouhami qui a été l'entraîneur des gardiens. Il a pu travailler avec des garçons comme Reda Tegnaouti. Il y a eu beaucoup de gardiens qui sont devenus Tout à fait. internationaux. Avec un autre qui a pas fait la carrière d'international de Khalid Donc, Fouhami qui s'appelle Najib Larj, qui a été ouais, aussi un très très bon éducateur, qui a formé ouais, aussi des gardiens de but. mhm, Moi j'étais aussi entraîneur des jeunes, des enfants de 12, 13 ans. J'avais pas fait de carrière, carrière de joueur, je parle, alors ouais, qu'à côté de ça, il y avait Pascal Théo qui a fait une carrière professionnelle, il y avait Tariq Skitioui suivi, qui a fait une tout à carrière fait. professionnelle. J'avais pas, ouais. Donc, voilà, donc il y a pas de règle là-dessus. L'essentiel, c'est d'être passionné par ça, être dans la pédagogie.
Ouais. être dans l'individualisation Oui. et que le collectif vient après. Parce que sur Oui. l'ensemble des joueurs que vous avez, ben, il y en a très peu qui passeront au très haut niveau en tant que professionnels. Vous Ouais. devez avoir cet œil de formateur, cette âme, je dirais, de quelqu'un qui construit l'avenir de ses enfants. Pour nous, le maître mot quand on était à l'académie, c'est qu'on recevait un jeune. On voulait que ce jeune devienne un homme équilibré parce que la scolarité et l'éducation étaient aussi importantes que le football. Et Effectivement. si cet homme est professionnel, eh ben, on a tous gagné. Si le Ouais. joueur, si cet homme n'est pas professionnel, eh ben, on aura gagné un homme qui soit respectable et qui soit un digne représentant de sa famille dans la Effectivement. société. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même, ça, c'est l'attitude du formateur. Ah, d'accord. Coach, bien sûr, on parlait du Maroc et des échecs, notamment lors de fameuses réunions avec Sa Majesté, là où il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à dépasser le huitième de finale de la Coupe d'Afrique? À l'époque, il y avait directement le quart de finale. Pourquoi on se qualifie pas pour la Coupe du Monde et ainsi de suite? Hop, il y avait l'arrivée de notre fédération sous la présidence de Monsieur Fawzi Lakja. Et automatiquement, il y avait l'arrivée de Nasser Larguet en tant qu'un directeur technique. Avant qu'on détaille cette fameuse expérience de 5 ans qui a duré 5 ans, je pense, de 2014 jusqu'en 2019, si j'ai une bonne mémoire. Exact. C'était quoi les objectifs? C'était quoi vos responsabilités à l'époque? Est-ce que ça a été plus pour les équipes nationales des jeunes ou bien ça a été d'avoir une certaine complémentarité avec le sélectionneur pour assurer une très bonne équipe nationale senior et de travail aussi par rapport à la base? Parlez-nous un peu de ça. Alors, moi, la direction technique, parce que c'était ma première expérience en tant que DTN, bon, j'ai eu la chance d'avoir été contacté euh, par Fawzi Larja en 2014, au moment de Ouais. son élection, pour que je Oui. sois son directeur technique national. Et je lui Ah, avais dit, je veux bien l'être à une condition que je puisse avoir quelqu'un qui m'apprenne un petit peu le métier. C'était mhm. Jean-Pierre Morland, que Dieu a son âme. Il était avec moi en tant qu'adjoint. Donc, euh, quand j'ai pris la direction technique, je me Oui. suis dit d'abord, quel est le rôle d'une fédération? Une fédération, son rôle, c'est de développer le football à l'échelle nationale. Ça, c'est Ah la bon. priorité. Bien Et quand sûr. vous dites ça, vous avez déjà réglé un premier problème, parce que Ah, toutes les fédérations, notamment chez nous au Maroc et dans les pays arabes en général et l'Afrique aussi, on ouais. pense la santé d'une fédération dépend des résultats de la sélection nationale. D'accord. Or, pour moi, les résultats des équipes nationales, c'est le résultat de ce que vous faites en amont. Ouais, Comment vous développez les joueurs? tout à fait. Comment vous développez les entraîneurs locaux? En ayant des entraîneurs, des formateurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des entraîneurs gardiens, des analystes, etc. Quand vous les formez au très haut niveau, Oui, ils vont prendre en charge les jeunes qu'ils vont développer dans la bonne démarche. tout Et à à ce fait. moment-là, vous aurez de bonnes équipes nationales. Donc voilà, donc ce que j'avais proposé à M. Fouzi Larja, c'est que, il fallait absolument avoir trois départements très solides. Un département qui est le département du développement du football, c'est-à-dire Oui, les écoles, les clubs amateurs, les ligues régionales. Les ligues régionales ont joué un rôle aussi très important dans le très développement du important, football. effectivement. Oui, Ensuite, un département qui est le département comment dire, de la formation des entraîneurs. Donc ouais, là, on a vraiment fait quelque chose de très, très costaud. ouais, Entre parenthèses, on a été les premiers à proposer à la direction technique de la CAF, la Confédération africaine de football, la première licence professionnelle qui s'est déroulée au Maroc, tout à fait. dans laquelle on a été les premiers à la faire. Il y avait, dans la génération, il y avait Badou Zaki, il y avait Tariq Skitiwi, il y avait Walid Regragui, il y avait Demi'i, il y avait Mouta, il y avait Senlami. Donc, ce sont des personnages qui, sur la place du football, c'est des grands noms d'entraîneurs de football. Tout Et à à fait. partir de là, nous avons fait le focus par la suite sur les équipes nationales. Aujourd'hui, tout le travail que l'on a fait, aujourd'hui, vous avez
des équipes nationales qui tiennent la route. Les moins de 17 ans sont qualifiés pour la Coupe du Monde, que ce soit les garçons ou les filles. Vous avez les moins de 20 ans sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Notre équipe A a fait une Coupe très du belle Monde. épopée au Qatar, etc., etc. Donc voilà. Donc pour revenir à votre question, la direction technique et puis l'accord qu'on a eu avec Fawzi Larja, c'est de dire aujourd'hui, concentrons-nous sur le développement du football en interne, développons dans les centres de formation des clubs, développons dans le monde amateur. Ensuite, développons des entraîneurs qui soient à la hauteur de nos espérances. Et ensuite, vous verrez qu'on aura des équipes nationales qui seront compétentes. Et bien sûr, parmi les points qui ont marqué votre expérience au sein de notre fédération, c'est cette nouvelle stratégie de prospection, on va dire prospection, ou bien de ramener les jeunes joueurs des pays européens, c'est-à-dire c'est-à-dire dans des différents âges qu'ils étaient un peu jeunes. Auparavant, on attendait un Brahim Afellay ou bien Smail Issati ou un truc comme ça jusqu'à qu'ils arrivent à l'âge de senior. C'était votre idée? D'où vous avez eu cette idée? Comment vous l'avez présentée à notre président? Et parce que là aujourd'hui, vous avez parlé de U17, de U20, on voit toujours votre trace. Hein. On voit toujours qu'aujourd'hui nos jeunes ils viennent avec plein de motivation, chose qu'on n'avait pas auparavant. Comment vous avez eu cette idée? Quand j'ai vu ce qui se passait avec l'Académie Mohamed VI, ensuite l'impact qu'on allait commencer à voir avec les clubs, je me suis Ouais, dit qu'aujourd'hui, euh, si on veut vraiment performer et donner la chance à nos binationaux, parce qu'ils sont marocains avant tout, de pouvoir bien sûr. briller avec l'équipe nationale, il faudra aller cibler les joueurs qui soient meilleurs que ce qu'on a dans le pays. Parce Oui, que avant, je pense, ça c'est mon humble avis, on peut toujours ne pas être d'accord, c'est que souvent, il y a très longtemps, des joueurs acceptaient de venir jouer en équipe nationale par défaut. Parce que comme ils ouais. n'ont pas été sélectionnés par la Belgique, la France ou Tout à fait. l'Italie ou l'Espagne, eh ben, ils choisissaient le Maroc. Certains d'entre eux, attention, c'est pas général, certains Ouais, d'entre eux étaient très bons et choisissaient le Maroc, mais en général, avec les équipes de jeunes et puis l'équipe A, on avait ce petit problème-là. Et j'avais émis le souhait qu'à égale valeur, entre un joueur binational et un joueur local, si c'est égale valeur, c'est le local qui allait représenter l'équipe nationale. la priorité c'est pour le local. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, si j'estime que le binational en Europe, il a des infrastructures très bonnes, il a des éducateurs bien formés, etc., et qu'il est du même niveau que celui qui est local, qui n'a pas forcément des terrains pour s'entraîner, qui n'a pas les bons éducateurs et tout, ça veut dire que si je lui mets des conditions comme ceux d'Europe, eh ben, Ouais, il sera sûrement meilleur. Et bien donc, sûr. on est parti là-dessus. Et ensuite, ça s'est matérialisé par une expérience que j'ai faite avec nos détecteurs, nos recruteurs qui étaient sur l'Europe. Il y en avait un en France, il y en avait un en Belgique, il y en avait un en Hollande, il y en avait un qui faisait l'Espagne et l'Italie, l'Allemagne. Oui, Et j'avais décidé avec eux, donc il y avait Ahmed Chouari, il y avait Nordin qui était en Belgique, il y avait Marc qui était en Hollande, il y avait Rabia Takassa qui a aussi, qui continue toujours avec le Maroc, qui a été très très bon. Donc j'ai proposé à la fédération, on a pris 24 joueurs euh, marocains du Maroc ouais. et on a pris 14 joueurs marocains d'Europe. Hmm. Et on a fait un stage à Ploufragan en Bretagne, en Ouais. France. On est Ok. allé donc avec tous ces joueurs-là. Il y avait l'entraîneur à l'époque des moins de 17 ans avait pris les 24 joueurs de locaux et moi Oui, j'avais pris les 14 joueurs européens. Et ouais. dans cette équipe européenne, il y avait un garçon qui s'appelle Hakimi. Il y avait un certain nombre de joueurs qui avaient à peine 16 ans. Et j'avais pris l'option avec Fawzi Larcher qu'on allait s'attaquer aux joueurs plus jeunes, à partir de 14-15 ans. Pourquoi? Parce que Ouais. 14-15 ans, une grande partie des clubs à l'époque, en 2014, des fédérations, pardon, n'avaient pas des équipes de moins de 15 ans. Ouais. Et moi, je me suis dit, on va essayer de fidéliser ces enfants-là en faisant venir leur famille,
en venant voir ce dont on était capable. À l'époque, on n'avait pas encore le centre technique comme il est aujourd'hui. Tout à On fait. les faisait venir, on les choignait, on leur montrait ce qu'on était capable de faire. Et ben, on est arrivé au stade de Tisserandon, ben, c'est 4 matchs. Les Marocains du Maroc contre Rennes, on a gagné contre Rennes. Oui, Les Marocains d'Europe, on a joué contre l'Orient, on a gagné contre l'Orient. oui, Ensuite, j'ai fait un match entre les Marocains d'Europe et les Marocains du Maroc. Les Marocains d'Europe ont gagné 1-0 oui, sur un débordement de Hakimi. oui. Et puis, on a fait après, avec l'entraîneur des moins de 17 de l'époque, on a fait la sélection des deux équipes. On a pris les meilleurs et on a joué contre la République démocratique du Congo. Et Oui. on a gagné. Et on a gagné. Donc, ça a été le démarrage d'une équipe de 16 ans que l'on a fidélisée, dans lequel il y avait une partie des Marocains du Maroc et il y avait des top joueurs d'Europe. Donc, D'accord. donc ça, c'est parti de là. Ensuite, avec l'avènement du Centre technique national, et avec tout le travail de Fouzi Larja, il y avait aussi tout le travail de Hervé Renard. Tout à Après, il y a fait. eu tout le travail Oui, de Ali Lozic et oui. aujourd'hui par Walid Regragui, qui sont vraiment des forces pour convaincre les binationaux pour venir. Aujourd'hui, avec un entraîneur comme Walid Regragui, avec un président comme Fouzi Larja, avec un centre technique national qui est l'un des meilleurs au monde, et ben, le joueur binational, quand il vient, et ben, il accepte de jouer pour le Maroc. C'est Parce quelque que, chose parce a que le été, a projet été sportif, il est construit. là. Tout à fait. Mais là, je voulais revenir avec vous sur notre fierté, même si que tous les joueurs qui évoluent avec notre équipe nationale, ça reste, c'est-à-dire c'est une fierté pour nous, c'est Achraf Hakimi. Parce que aujourd'hui, dans votre expérience, il y avait deux joueurs, et là j'aimerais bien d'avoir quelques détails de vos rencontres, c'est-à-dire de vos rencontres avec eux, notamment un joueur qui a accepté et qui est devenu le leader et qu'on souhaite bien que le 18 janvier prochain, il porte la Coupe d'Afrique des Nations. C'est notre capitaine, c'est notre Achraf Hakimi, d'accord, qui était à la Castilla, et un joueur qui était à Arsenal et qui par la suite je sais pas ce qu'il était, est-ce qu'il a hésité, je ne sais pas quoi, c'est Ismaël Ben Nasser. Là, je vais commencer par Smaïl avant qu'on parte sur Ashraf. Qu'est-ce qui était passé avec Smaïl? Est-ce que vraiment le fait, pour vous, votre stratégie était claire et nette? Un Ashraf Hakimi, un Jawad Zairi, un je ne sais pas quoi, il a 17 ans, il commence son expérience et ses aventures avec les équipes des jeunes. Est-ce que le fait que la proposition a été faite plus sur les équipes des jeunes en attendant son tour avec les seniors, ça a été le motif principal de refus ou bien quoi exactement? Bah, Ismaël, bon, ça faisait un moment qu'on le suivait grâce à Ahmed Chouari, il le suivait déjà quand il était à Avignon. Oui, Après, il a signé, bien sûr, à Arsenal. Moi, je me suis déplacé une journée pour le voir, pour le rencontrer chez lui avec son oncle et sa famille. Donc, en lui proposant l'idée que le Maroc s'intéressait à lui pour jouer en équipe nationale. oui, Donc, on est resté en relation. Quand je suis rentré au Maroc, on a invité le papa qui est venu avec la petite sœur, la petite sœur. Donc, on a discuté et j'avais le sentiment que c'était favorable. oui, Et j'avais dit donc à Smaïl et puis son oncle à l'époque comment dire, à Arsenal, c'était à Londres, j'aurais dit que bon voilà, on a plusieurs équipes nationales, les équipes nationales de jeunes. Ben, malheureusement, nos équipes nationales ne performaient pas à l'époque, hein, au niveau de, vous vous rappelez, tout à par fait. rapport à la Coupe Pas d'Afrique, convaincant, qualification de tout Coupe à du fait. Monde. On a besoin de top joueurs pour nous aider à performer à l'époque. Et puis, j'avais dit, voilà, je te propose de venir dans nos équipes nationales sans lui préciser quelles équipes nationales, mais de jeunes, effectivement. Je n'avais pas parlé de l'équipe A. Et par rapport à son évolution, eh ben, l'équipe A pourrait être une cible pour lui. Ça dépendra bien sûr de l'entraîneur de Ils sont l'équipe A, bons. etc. Mais on reconnaissait fortement son talent. C'est un joueur talentueux. Oui, Et puis au dernier moment, c'est vrai que l'Algérie, je pense, par l'intermédiaire de son président que je connais très bien, Araourawa,
Il lui a proposé directement l'équipe A et donc il a fait un choix sportif. Hein. Ici, on me propose des équipes nationales de jeunes avant d'aller en équipe première, qui pour moi était une logique. C'est-à-dire une fois qu'on rentre dans le pipe des équipes nationales, ça peut être du jour au lendemain l'équipe A. Donc, Tout à fait. et donc il y a eu un refus de sa part que je respecte. Chacun voit sa carrière sa carrière future. Hein, donc j'ai Et pas bien du sûr, tout en de pro. contrepartie, en parallèle et en même temps, on parle de Achraf. Achraf, un latéral droit de Real de Madrid. Il faisait parmi les meilleurs de la Castilla. L'arrivée de Zizou, ça lui a permis de jouer à l'équipe A. Comment ça a été la rencontre avec lui? Est-ce qu'il y avait une hésitation comme quelques joueurs, un moment de réflexion, ou bien est-ce que vous avez senti que celui-là est un leadership et dès qu'il va entendre notre projet, bah, automatiquement il sera pour rejoindre notre équipe. Bah, nous on l'avait récupéré. L'équipe d'Espagne ne le remarquait même pas. L'équipe d'Espagne ne le voyait pas parce qu'on l'a récupéré à l'âge de 16 ans. Et c'était Ouais. un garçon à chaque fois appelé Rabé Takassa pour lui dire, mais quand est-ce qu'il y aura le prochain camp pour venir? J'ai envie de venir avec l'équipe nationale des jeunes du Wow. Maroc. C'est quand le tournoi de l'UNAF? C'est quand le prochain tournoi, etc. Il était toujours impatient, il n'arrêtait pas de l'appeler. Effectivement, à un moment donné, il a fait pas mal de tournois avec nous, pas mal de concentration avec nous. Et à un moment donné, eh ben, il est monté avec Zizou, avec l'équipe réserve, parce qu'il a, je crois, le même âge des fils à Zizou. Et donc, il commençait à Avec s'entraîner Enzo. et jouer. Il faisait partie, Donc, il était avec Enzo. voilà. Et donc il commençait à jouer, à s'entraîner avec Zizou déjà avec l'équipe réserve. Et Oui. donc, à ce moment-là, eh ben, l'équipe d'Espagne l'a vu. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont convoqué. Hum. Et quand ils l'ont convoqué, il était un peu perturbé. Il avait même le contact avec Rabé devenait un petit peu distant. Et puis j'ai pris la peine d'appeler le papa et l'enfant pour leur dire, écoutez, si l'équipe d'Espagne vous appelle, il faut y aller. Il faut Hum. y aller pour une simple raison, c'est comparer entre ce que nous on vous propose dans le projet marocain et ce que eux vous proposent dans le projet espagnol. Ouais. Il a été en stage, donc on lui a dit c'est pas la peine de venir à ce stage-là, tu vas Ouais. aller au stage avec l'Espagne. Donc il est parti avec le stage Espagne et il a été encore 2 fois plus perturbé parce que Ouais. comme je disais tout à l'heure, les infrastructures qu'on avait à Marmora ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et Tout à quand fait. il va avec l'Espagne, eh ben, il y a des infrastructures de très haut niveau, etc. Important. Et j'ai pris la peine, je me suis dit, tiens, c'est le moment peut-être pour, pour lui enlever le doute, soit d'un côté comme de l'autre. Ouais. C'est-à-dire le doute, soit de jouer avec l'Espagne, soit de jouer avec le Maroc. Ouais. Donc, je me suis Bon choix. déplacé en Espagne, je me Ouais. suis déplacé à Madrid, j'ai rencontré Ashraf avec le papa, avec ses 2 agents. Donc, je les ai rencontrés pour leur dire maintenant, on va parler seulement sportif. On dit, est-ce que euh, combien il y a de joueurs latéraux avec l'équipe d'Espagne A? On ne parle Ouais. pas des Olympiques, des moins 17, des moins 20. D'accord. On a Ouais. dit, bon, il y avait Carvajal, il y avait Nacho, il y avait un tel, un tel, un tel. Je dis, voilà, donc aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu vas passer devant eux? Il dit, je pense pas. Je dis, combien il y a de défenseurs avec le Maroc? À l'époque, il y avait Nabil Dirar. Tout à fait. Et Nabil Dirar était trentenaire. Je dis, tu vois, derrière, on n'a pas beaucoup de joueurs. On a peut-être un en Olympique à l'époque avec les Olympiques. Chez les moins de 20, il n'y a pas trop. Moins de 17 ans, ben, il n'y a que toi. Peut-être que La relève, c'est toi. l'arrivée en équipe A du Maroc sera plus précoce, peut-être, mais je n'en sais rien. Je vais pas te, j'étais très clair avec lui. Je dis aujourd'hui, avec le potentiel que tu as, avec ce que je sais moi de la formation des jeunes, je pense que tu pourras jouer avec l'équipe nationale du Maroc plutôt que prévu qu'avec l'équipe d'Espagne. Ouais. Et sur la réunion, je lui ai donné un petit laps de réflexion. Quand je suis revenu le voir, et ben, il m'a serré la main pour me dire je joue pour le Maroc. Et voilà. Et donc, il a tenu sa parole. On s'est serré la main. Vous savez très bien ce que c'est que se serrer la main, c'est plus important que de signer un contrat.
Tout Et à fait. donc, il nous a jamais déçus. Et après, quand Hervé Renard est arrivé à la tête de l'équipe nationale, je lui ai juste dit, s'il te plaît, je ne te demanderai jamais quoi que ce soit. Si un jour t'as envie d'un latéral au moment où tu fais un rassemblement, convoque un jeune qui s'appelle Achraf Hakimi. Et voilà. Mm. Donc aujourd'hui, il a fait 4 Coupes d'Afrique, il va faire 2 Coupes du Monde, etc. Donc voilà. Eh ben, espérons bien avec la prochaine Coupe d'Afrique qu'il ramène le titre qu'on attend depuis 1976. Tout ça, on parle que des choses positives. Après, en 2019, bien sûr, vous avez quitté notre direction technique, d'accord? Est-ce que, honnêtement parlant, Nasser, est-ce que vous avez quitté parce que suite au résultat de notre équipe nationale A, là on est sorti de huitième de finale de la Coupe d'Afrique, ou bien parce que en parallèle il y avait un nouveau challenge d'un nouveau club, d'un grand club qui était à l'époque le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions à l'époque, qui s'appelle Marseille. C'était quoi le motif exactement? Non, non, le motif, j'aimerais bien savoir un jour, tout simplement. On m'a annoncé, j'étais en fin de contrat au mois de juin 2019. Au mois de Oui. mai, on m'a annoncé qu'on allait arrêter la collaboration. Ouais. Parce que c'est vrai que les résultats des équipes nationales de jeunes, on s'était quand même qualifié avec les Jamal Silami avec les moins de 17 ans pour la Coupe d'Afrique, alors que ça faisait des années qu'on n'avait pas été qualifié. L'équipe A s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, elle s'est qualifiée pour le deuxième tour au Gabon. Au Gabon, s'est qualifié au deuxième tour de la Coupe d'Afrique. On était Ouais. vraiment sur une bonne lignée. Et en plus, avec Fouzi Larja, on était d'accord que tout le travail qu'on était en train de faire, c'était un travail qui est à long terme. C'est-à-dire qu'on Ouais. n'allait pas avoir les résultats d'aujourd'hui. En Je pense immédiat. qu'on était vraiment dans la bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'en sais rien. On m'a demandé pratiquement fin mai, alors que j'étais en fin de contrat au mois de juin. Et de toute façon, fin juin, j'avais décidé quand même d'arrêter. J'avais pas de projet. Je voulais un petit peu souffler, passer du temps avec ma famille. Et on Ouais. m'a demandé que la collaboration allait s'arrêter immédiatement. Moi, j'ai pas du tout, comment dire, pas fait de tout de polémique parce que on est heureux et content quand on nous recrute. On ne doit pas être, je dirais, triste et mécontent ou un petit peu, Ouais. comment dire, fâché avec Ouais. les gens qui vous ont recruté, qui vous disent de partir. C'est la loi du Ouais. football. Ça Et va. peut-être que ça a été aussi un énorme service qu'ils m'ont rendu parce que le fait d'annoncer mon départ, eh ben, j'ai eu 3 contacts. J'avais eu Nice, j'avais eu Rennes et puis j'ai eu Marseille qui m'ont contacté. Et bon, j'ai démarré, j'ai démarré au 1er juillet avec l'Olympique de Marseille. Mais pour moi, j'ai passé quand même 12 années au Maroc, 7 années avec l'académie et 5 années avec la fédération. Je pense avoir pris beaucoup, beaucoup de plaisir de servir mon pays, Ouais. beaucoup de plaisir à faire, à mettre une pierre à l'édifice. Bien sûr, tout n'a pas été, je dirais, Facile. euh, tout n'a pas été réussi, mais il y avait les fondations qui étaient déjà mises en place. Et je pense qu'aujourd'hui, les résultats qu'obtient, que ce soit chez les filles, parce qu'on a travaillé aussi sur les filles avec la fédération, que ce soit chez les filles ou Ouais. les garçons, je Ouais. pense que c'est une grosse partie du travail qui a été initié par Sa Majesté et Fouzi Larja, pour lequel on m'avait confié un travail. Voilà. D'accord. Avant qu'on parle de votre arrivée à l'Arabie Saoudite, et bien sûr, et surtout, c'est-à-dire votre expérience à Marseille, il y a un point que je voulais avoir votre idée. C'est l'identité manquante aujourd'hui au sein de nos clubs. Qu'est-ce que nos clubs doivent travailler pour garder l'identité c'est-à-dire l'identité du Raja, du Mas, du Phare, de Wydad, etc. Parce que là, aujourd'hui, quand on regarde le Classico d'hier, ça nous rentre vraiment, ça nous donne de la fierté quand on voit un produit local, un produit marocain qui a marqué lors d'un classico. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir plusieurs Naïf Agred, plusieurs Onahi, plusieurs Ashraf, etc. Est-ce que le point, c'est plus d'ambitieux, plus de ciblage au niveau des formateurs? Est-ce que plus d'investissement, plus de quoi exactement? Bah, de tout. De tout, parce que vous avez dit quelque chose de formidable hier.
j'étais fier. D'un côté, il y avait Naïf Aguerd et puis de l'autre côté, un garçon qui est binational qu'on est allé chercher, c'est Achraf Hakimi, deux fiertés du Maroc qui s'affrontaient hier. Et Ouais, Naïf Aguerd, un garçon qui a commencé à l'âge de 12 ans à l'académie. Je suis allé chercher dans un tournoi, il était de Kenitra. ouais, Et il y en a d'autres, hein. Il y a Youssef, la dernière Coupe du Monde au Qatar, il y en avait quatre qui sortaient de l'académie. Ça veut dire qu'on a une identité. Il y avait Nasseri, il y avait Ounahi, il y avait Naïf Aguerd, il y avait Tsegnauti qui était sur le banc que gardien de but. Et tout à la fait. dernière, et en plus avec un entraîneur qui a passé la licence pro chez nous au Maroc, Walid Regragui. Les Jeux Olympiques, il y en avait cinq joueurs qui sortaient de l'académie, qui ont fréquenté l'académie à l'âge de 12 ans. En plus, il y avait des garçons comme, euh, comme Terraline qui était dans ce groupe-là. Ça veut dire qu'on a un savoir-faire, on peut avoir une identité. Donc, aux Jeux Olympiques, avec Thalès Sritiwi, qui est aussi un produit avec la licence pro au Maroc. Ouais, Donc, et on peut avoir une identité. Je pense que le Maroc est en train de faire quelque chose de formidable parce qu'on l'avait déjà initié quand j'étais à la direction technique, c'est-à-dire mettre des gens que l'on aurait choisis dans les centres de formation des clubs. Ouzil Rjam avait donné l'autorisation d'avoir un directeur de la formation et un préparateur physique dans chaque centre de formation. Quand hmm, je suis parti, malheureusement, ça avait été annulé, mais là, ils sont en train de le refaire avec un niveau supérieur ouais, qui est l'accord entre la fédération et l'OCP. moi, c'est L'OCP possible. pour Ouais, prendre en charge tous les centres de formation en répondant à des critères bien précis en termes effectivement, d'infrastructures, en termes de ressources humaines. Et je pense effectivement. qu'aujourd'hui, vous allez voir étape par étape que le Maroc va avoir ses propres, je dirais, sa propre identité de formation. Les clubs vont avoir leur propre identité de formation. J'en suis persuadé parce que aujourd'hui, il y a un investissement qui est fait pour les infrastructures. Il y a un investissement qui est aidé par l'OCP et la fédération pour avoir des ressources humaines compétentes pour développer les joueurs, parce que des joueurs, vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours, c'est pas un problème. Aujourd'hui, l'infrastructure et les ressources humaines, ce sont des priorités pour le développement de notre football. Et je pense que le Maroc est sur la bonne voie. D'accord. Nasser, Nasser Larguette à l'Arabie Saoudite. Jamal Selami, un instant, il y a Jordanie. apparemment, un instant, il y a apparemment une invitation de la part de Reda Benis qui voulait participer avec nous. Bon, il est la bienvenue. Nasser Larguette, il est à l'Arabie Saoudite avec une grande carrière, bien sûr, partout. Jamal Selami au Jordanie. Bonsoir, Bonsoir, Reda. bonsoir les amis. Bon, je sais un peu Ça ça va, vous manquer. allez bien? Ça va, Allah يبارك فيك. Je Ben, voulais ça fait juste plaisir. passer faire un coucou à toi, si Mohamed, et à si Nasser. Si Nasser, Salam. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Reda. C'est un plaisir de te retrouver depuis un petit moment. C'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tout se passe bien. Je vous ai été en très bonne compagnie avec Sir Khanas. Barakallah alayk, Mohamed. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reda, hein. Merci beaucoup. Nasser, je reviens sur ma question. Euh, En fait, il y a Nasser Larguet qui est aujourd'hui avec une très grande carrière de formation en tant qu'un entraîneur, etc. Et il y a aussi Jamel Selami en Jordanie, Walid Regragui avec tout ce qu'il est en train de faire au sein de notre équipe nationale, Tarek, pareil, etc. En contrepartie, dans nos clubs, on voit toujours les investissements sur les entraîneurs étrangers. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un manque de confiance de la part des dirigeants vis-à-vis de la compétence marocaine au sein des clubs? C'est quoi exactement? Bah, je pense déjà, nous-mêmes, en tant qu'éducateurs ou entraîneurs, on doit se faire confiance à nous-mêmes. On ne doit pas attendre Ouais, toujours que la confiance vienne de l'extérieur. On ouais, doit être capable aujourd'hui de montrer ses capacités. Moi, pour arriver au niveau où je suis, j'ai commencé dans le monde amateur. J'ai commencé à ouais, Thury-Harcourt en tant qu'entraîneur. J'étais entraîneur-joueur dans ce club-là. Je me suis occupé des petits jusqu'aux grands. Parce que ouais, parfois, on a tendance, quand on est entraîneur, quand on a un diplôme pro ou un diplôme de formateur, on a la licence A, on a envie tout de suite d'aller en équipe première. ouais, Il faut pas faire cette erreur de dire, bah, je vais attendre, j'ai pas de bonnes propositions. Non, soyons sur la scène du football. Que vous ouais, soyez en troisième, en deuxième division, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de travailler, de montrer ses compétences et un ouais, jour la porte s'ouvrira. D'abord, ayons confiance en nous.
Mhm. Travaillons sur le terrain, quel que soit le niveau qu'on nous donne. Si moi Ouais. j'estime que je suis un entraîneur en puissance pour la première, pour la Botola, et ben Mhm. si je suis capable de performer à la Botola, je vais performer en deuxième division, je vais performer en troisième division, c'est pas un problème. Voilà, c'est à nous, c'est à nous d'attirer la confiance de nos dirigeants. Ça, c'est D'accord. important. Et le plus important aujourd'hui, et l'un de vos nouveaux challenges, c'est de faire revenir l'Arabie Saoudite avec les produits locaux, à la Saïd Aouiran, à la Khalid Mas'ad, à la Abdullah Jam'an, à la Youssef Niyan, à la Mohamed Daïa et ainsi de suite. Parlez-nous un peu de votre arrivée à l'Arabie Saoudite. Comment ça a été passé de l'Europe à l'Afrique, hop, en Asie? C'était un challenge de votre part? Ça a été un contact? Ça a été un projet bien précis de la part de la fédération? Comment ça a été le Ben, contact de la part de... déjà, le premier contact, quand justement la fédération a rompu les quelques semaines qui me restaient de mon contrat au Maroc, Ouais, euh, Hervé Renard avait signé en Arabie Saoudite, il m'avait proposé de l'accompagner pour être directeur technique. Moi, ouais, je sortais d'une expérience de 5 ans de directeur technique avec la fédération marocaine. Je voulais pas replonger dans un nouveau projet de direction technique. J'ai voulu revenir à ce que je savais faire pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire revenir à la formation. Et c'est pour mhm, ça que il y avait le choix entre Marseille, Rennes et Nice. Et puis, j'ai fait le choix sur Marseille. Je voulais ouais, pas repartir. Et puis, comme à Marseille, euh, j'ai vraiment passé de super moments et à un moment donné, on peut être en désaccord sur une certaine politique. Et puis quand je suis en désaccord, et ben je pars, tout à fait. je rends les clés. Et à ce moment-là, Hervé Renard, qui est en Arabie Saoudite, apprend que j'arrête avec l'Olympique de Marseille. Donc il m'a contacté, il me dit, écoute, le président de la Fédé se rappelle encore de toi. Est-ce que tu es prêt à venir nous rejoindre? Et quand j'ai partagé avant avec eux quelle est la vision, quelle est la stratégie, quels sont leurs objectifs, on était en accord sur tout ça. Et puis, je me suis dit, allez, pour un challenge de ce niveau-là, et ben, comme j'aime construire les choses, j'ai accepté d'arriver en Arabie Saoudite avec des gens formidables, des gens qui sont extrêmement amoureux du football. C'est un vrai pays de football. Et donc, il y a beaucoup de choses à développer et je me plais énormément. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a une vision de tout un pays pour garder, c'est-à-dire le statut de l'Arabie Saoudite parmi les leaders en Asie. Mais parlant de joueurs saoudiens, on se souvient toujours de Majid Abdallah, de Saïd Rouiran, etc. Hop, d'un coup, on voit que la qualité de joueurs saoudiens est un peu en régression. À quel point ce manque de cette richesse qu'on a vue lors des années 90, si on prend ce manque de la richesse des joueurs avec votre expérience au sein de l'Académie Mohamed VI et la belle expérience que vous avez fait c'est-à-dire au sein de notre direction technique, a laissé les Saoudiens très confiants que avec Nasser, on peut revenir comme on était auparavant. Je sais pas si avec Nasser, on fera revenir ce qu'on était avant. C'est un petit peu le constat dont on parlait tout à l'heure pour le Maroc. Le Maroc a été un pays formateur et avait des jeunes joueurs qui partaient du Maroc vers l'Europe. Et à un moment donné, on a abandonné. Pourquoi? Parce que les clubs ne se sont plus intéressés à la formation des jeunes. Parce que un joueur, quand vous parlez de l'ancienne génération jusqu'aux années 90, des joueurs saoudiens, ou nous, au Maroc, jusqu'aux années 90-2000, le top joueur que l'on avait, quand les clubs ne veulent plus s'intéresser aux jeunes, eh ben, vous ne pouvez pas produire de jeunes. Vous abandonnez la formation. Donc, la même chose en Arabie Saoudite, c'est que il y a vraiment des top joueurs. Ils ont des capacités physiques, des capacités techniques, franchement, de très, très haut niveau. Mais comme ils ne Ouais, sont pas développés dans les clubs, eh ben, ils deviennent des joueurs moyens. Donc, si vous les prenez à la base, comme on a fait avec l'académie, on a boosté, on a montré comment on travaille avec les enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans jusqu'à 18 ans, eh ben, ouais, vous arrivez à avoir des joueurs qui jouent en équipe nationale et qui performent en équipe nationale. d'accord. L'Arabie Saoudite, on est dans cette phase-là. Et en plus, avec l'ouverture du pays, avec l'arrivée massive des grands joueurs, Tout à fait. eh ben, ça empêche les joueurs de
franchir peut-être un cap. Mais c'est pas négatif aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le joueur saoudien a besoin de voir aussi devant lui des Cristiano Ronaldo, des Benzema, des Kanté. C'est aussi une richesse. La Ouais. politique que met en place le pays avec le ministère et la fédération d'avoir vraiment des joueurs de très haut niveau de ce calibre-là qui viennent jouer, ça va booster le joueur, ça va nous aider à booster le joueur saoudien et Ouais. puis de faire des efforts supplémentaires, je dirais, d'aller vers l'excellence. Et je pense que le joueur saoudien, dans quelques années, va être un joueur saoudien qui va pouvoir aussi aller vers l'Europe. J'en suis persuadé. D'accord. Comme on est bien persuadé que votre arrivée à l'Arabie Saoudite, ça va bien sûr donner de résultats. Parlons du manque ou bien de la présence des grands joueurs au sein du championnat de l'Arabie Saoudite, avec un certain nombre qui est très grand. Là où ça impacte un petit peu le joueur saoudien de franchir des caps. Quels sont les plans d'action que vous faites actuellement pour ne pas laisser le joueur saoudien c'est-à-dire être impacté en termes de rendement, en termes physiques, etc. Parce que je pense que ça, c'est un autre plan d'action que vous êtes censé de le faire en collaboration avec Hervé pour garder un certain niveau de l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite. Non, non, les joueurs aussi, il faut pas oublier que les équipes de clubs recrutent maintenant des joueurs, des entraîneurs de très haut niveau. Vous avez Laurent Blanc, il y a Lamouchi, il y a Jesus, il y a Gel, un Allemand avec Ahly, Oui. les Hilal, ils ont un entraîneur italien. Bon, aujourd'hui, tous les joueurs qui sont dans les clubs, vous avez un effectif de 25, il y a 10 étrangers, il y a 15 Saoudiens quand même, qui sont entraînés de la même manière. C'est-à-dire que physiquement, ils Ouais. sont, ils sont très bien préparés. D'accord. La seule contrainte qu'il y a, c'est la compétitivité, c'est le nombre de matchs, c'est le nombre de minutes à jouer. Ouais. Et donc Ouais. aujourd'hui, le signal que l'on envoie aux joueurs saoudiens, notamment ceux qui viennent dans les équipes nationales, les gars, battez-vous pour gagner votre place. Ah, Allez d'accord. en concurrence avec Cristiano Ronaldo, allez en concurrence avec Kanté. Ne les regardez pas seulement comme des stars, mais allez les concurrencer. Ça va D'accord. être très positif pour nos joueurs. Après, sur le plan d'action, on est en train de voir pour nos joueurs internationaux, on essaie de les exposer. On fait beaucoup de tournois à l'étranger, notamment les U21, U23. On fait le tournoi de Toulon, les moins de 17 ans, on fait le tournoi de Montpellier en France. On fait le tournoi du Cotif en Espagne, on fait plein de Ouais. tournois Ouais. pour que l'écosystème du football européen Ouais. vienne voir nos joueurs pour apprécier la qualité des joueurs. Ah, Et à ce d'accord. moment-là, on facilite pas le transfert, mais le prêt ou le transfert du joueur saoudien vers l'Europe. On commence à voir Saoud Abdelhamid qui est aujourd'hui à Lens, qui était à la Roma. Tout à fait. On a un joueur qui est à Lausanne, on a un joueur qui Un est en Salem Belgique. Dossari qui a fait une très grande Coupe du Monde des clubs aussi. Oui, donc voilà, donc ça c'est une première. Et puis la deuxième, c'est qu'on vient de créer cette année, ça y est, on l'a lancé, c'est le championnat des U21. Parce que comme on avait un championnat qui arrêtait à 18 ans, les joueurs de 18 à 23 ans, malheureusement, n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, ils ne pouvaient pas jouer. Donc ce qui fait, ça a affecté notre équipe nationale des U20, ça a affecté notre équipe nationale des U23 et ça a affecté aussi notre équipe nationale des A. Et donc Ouais. là, on a créé ce championnat-là et le démarrage donne de très bons espoirs pour donner du temps de jeu à nos joueurs. Et bien sûr, parmi Et les bien espoirs, sûr, bon. Oui. et bien sûr pour les équipes nationales, nous faisons beaucoup de concentration, nous faisons beaucoup de tournois, beaucoup de matchs. Et en plus, on a la chance dans les pays du Golfe, il y a beaucoup de compétitions internationales. Il y a la Coupe du Golfe, il y a la Coupe arabe, il y a la West Asian Cup, il y Mm. a les Jeux islamiques, Ouais. il y a la Coupe d'Asie. Donc, il y a au moins 5, 6 compétitions qui nous permettent de leur donner beaucoup de temps de jeu à un niveau international. Et bien sûr, en parlant de niveau international, je pense même les U20, ils vont participer de la Coupe du Monde qu'elle va démarrer, je pense, ce jeudi, ou bien Oui, au oui, Chili. ben là, je suis au Chili avec notre équipe nationale des U20. On est en pleine préparation, donc dans 5 jours, 6 jours, ben, on joue notre premier match contre le Nigeria. D'accord. Et Bien et sûr. les moins de 17 ans, les moins de 17 ans aussi sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Actuellement, ils sont en train de faire la Coupe du Golfe au Qatar. Ils ont gagné Mm. leurs 2 premiers matchs et on va participer à la Coupe du Monde au Qatar au même titre que l'équipe nationale du Maroc. On va la jouer là au mois de octobre-novembre.
D'accord. Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zizou, Benzema et hier, c'est Ousmane Dembélé. Une première analyse par rapport au trophée qu'il a gagné Ousmane hier comme meilleur joueur du France Football. Comment vous l'avez trouvé? Votre première Oui, analyse? mon analyse, c'est un joueur qui a quand même gagné des titres. C'est un joueur qui est très performant cette année, surtout avec l'arrivée de Luis Enrique. Et aussi, bon, ce sont des grands joueurs, mais ça l'a libéré probablement avec le départ de Mbappé, avec le départ de Messi et de Neymar. Ouais, Ça l'a beaucoup libéré. C'est vrai qu'il a fait une très belle saison. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup je dirais, de paroles entre lui Yamal, entre lui Hakimi, etc. Mais je pense que il le mérite. Et après, une petite pensée pour Achraf Hakimi. Quand vous recevez le ballon d'or, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance, il y a le trophée. ouais, D'accord? Moi, ouais, j'estime que Hakimi, il a la reconnaissance aujourd'hui d'être un des latéraux les meilleurs du monde. ouais. C'est un des latéraux qui a changé, je dirais, qui a changé le rôle du latéral. Tout à fait. Parce que quand on le voit finir comme un attaquant, ça aussi, c'est l'impact de Luis Enrique. Pour moi, il a une reconnaissance égale à celle de Dembélé. Pour moi, il est ballon d'or autant que Dembélé. D'accord. Le trophée est arrivé à Dembélé, il le mérite parce que Oui. il a planté pas mal de buts, il a marqué des buts. C'est vrai que Hakimi a aussi marqué des buts dans des matchs très importants, mais aujourd'hui, à ce que j'ai entendu, a félicité Dembélé et en disant qu'il le mérite amplement. Donc voilà, donc c'est vrai que Dembélé, félicitations à lui. Nasser, ce qui t'est fait est fait, et nous aussi on dit félicitations à Ousmane. Mais bien sûr, avant l'événement, il y avait une action qui a été faite par la direction du club. Je pense que ça a été, pour moi, ça a été la première. D'ailleurs, j'avais de la chance d'avoir Franck Simon la semaine dernière pour parler du Ballon d'Or. Et on a évoqué le point de positionnement du club de PSG à propos de ce sujet. C'est que un club avec 8, 9 joueurs, ils ont choisi un seul joueur vis-à-vis des autres. À quel point ça a impacté, c'est-à-dire le classement final et de voir un Osman en premier lieu et d'avoir un Ashraf en 6e position au lieu d'être, par exemple, en 2e position ou bien même en 3e position, c'est-à-dire parmi le top 3. Bah, si je me trompe pas, corrigez-moi, mais qui c'est qui vote? C'est les journalistes. Pourquoi me parler de club? Mais attendez, je me permets Non, vous pouvez. Non, mais si le votant il est impartial, je ne vois pas ce que vient faire, même si le club met Dembélé en numéro un, Achraf en numéro 2, peu importe. Hein, je connais pas l'histoire, je ouais, peux pas m'exprimer à 100%. Mais ouais, aujourd'hui, les votants, c'est les journalistes. tout à fait, les 100 Donc, journalistes. pourquoi reprocher un club ou comment dire dire quelque chose sur un club? Moi, je pense que le vote, s'il y a une impartialité, si il y a une impartialité, elle vient des journalistes. S'il y a Ouais, partialité, elle est celle des journalistes. C'est pas ouais. les clubs qui votent là-dessus. Donc Bien sûr, voilà. Donc, bon, à mon avis, il y a pas de polémique à avoir. Vous avez deux très grands joueurs qui jouent ensemble, ouais. deux grands joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Achraf autant que Dembélé. Achraf, dans notre cœur, est un ballon d'or en puissance. Donc voilà, donc faut rester là-dessus. Et bien sûr, il faut rester aussi sur le deuxième but de Naïf lors de son deuxième match avec l'OM. Naïf qui vient de Kenitra, Naïf que vous connaissez, l'OM que vous la connaissez là où vous avez travaillé en tant qu'un DTN et même il y avait je pense vous avez coaché le club lors d'un classico lorsque vous étiez un entraîneur par intérim. Il y a du Mehdi Benatia que vous connaissez très très bien. Parlez-nous un peu de ce projet, de cette réussite de Mehdi en tant qu'un directeur sportif. Et parlez-nous aussi de ce qu'il a fait hier, Naïef, lors du Classico.
Je pense que Mehdi aujourd'hui commence à vraiment à construire une carrière en tant que grand dirigeant du football mondial et aussi bien sûr du football français à l'Olympique de Marseille. On sait qu'à l'Olympique de Marseille, tout n'est pas facile. Ça a Ouais. été un grand joueur qui a une forte personnalité, qui a une très grande connaissance du football international. Et donc, Mhm. c'est quelqu'un qui est en train de transformer, je dirais, progressivement le- le- l'environnement technique du club parce qu'il faut pas voir que l'équipe A, parce qu'il travaille aussi à l'intérieur au niveau de la formation et tout ça. Il est en train de mettre vraiment en osmose toute la partie technique dans le club. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte. Donc c'est la personne adéquate pour ce poste-là. Il est très complémentaire avec Pablo Longoria, que je connais très bien parce que je l'ai vu arriver au club en remplacement de, de l'ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta. Tout à fait. Et par rapport à Naïef, j'ai toujours cru en lui quand il avait déjà ses 12 ans. Donc des fois, je le menaçais de le virer de l'académie, mais c'est un garçon qui est très intelligent, qui est très cultivé, qui sait où il veut. Il a construit sa carrière. Nous, on a été là pour l'accompagner pendant une période, mais il a su construire sa carrière en allant rejoindre euh, euh, Walid Regragui au FUS. Après le FUS, il est allé à Dijon alors qu'il avait d'autres propositions pour se construire. Après Dijon, il est allé à Rennes. Après Rennes, pour aller à West Ham, etc. Donc, vous connaissez maintenant sa carrière. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, il a fait le bon choix parce que il est passé par l'Espagne et par l'Angleterre où il y avait un énorme engouement des fans. Donc, Ouais. les fans à Marseille, ça doit pas lui faire peur. La preuve, c'est quelqu'un qui, quand il décide d'aller à un endroit, il sait ce qu'il fait et il sait comment performer. Moi, Et ça, en je joue. pense que l'OM a une grande chance de l'avoir parce que c'est un garçon qui est, quand il va dans un projet, il est très investi. C'est pas quelqu'un qui est à la recherche de l'argent, de la notoriété. C'est quelqu'un qui a envie de jouer. C'est quelqu'un qui a envie de performer. Que vous le mettiez en deuxième, en première division, en Champions League ou n'importe, il va faire le job. C'est un vrai professionnel aujourd'hui et il a l'honneur de jouer dans ce club-là qui est l'Olympique de Marseille, qui est un grand club européen. Et Marseille a une grande chance de l'avoir. Vous avez parlé de l'honneur et moi j'avais de l'honneur d'inviter un grand nom comme Nasser Larguet. Merci beaucoup Nasser par rapport à cette petite heure qui était passée très vite. Hein, voilà. Là où espérons bien que c'est-à-dire on vous retrouve avec une belle qualification de vos U20 ou bien pourquoi pas pour une finale l'Arabie Saoudite, le Maroc lors de la Coupe d'Arabe au Qatar, Inch'Allah. Un dernier mot pour toute personne qui ont regardé ce live et qui vont le regarder par la suite. Déjà, je vous remercie personnellement, d'accord, parce que c'est un plaisir que vous serez avec, c'est-à-dire d'être avec vous. Et c'est un plaisir pour moi d'inviter un grand nom à qui, voilà, qui était il y a 3, 4 ans, il était un rêve, même de le saluer aujourd'hui. Il y a Nasser qui est avec moi, comme d'habitude. C'est-à-dire on essaie toujours d'inviter les grands. Et Nasser est un grand formateur, Nasser est un grand coach. Donc je vous laisse le dernier mot avant de vous laisser voir votre équipe nationale qu'elle est en pleine préparation. D'abord, merci à vous, merci à l'ensemble des auditeurs et des gens qui suivent votre podcast. Je m'excuse auprès d'eux parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui posent des questions, qui aimeraient avoir des réponses. Effectivement, effectivement. Écoutez, je fais confiance à Mohamed, il récupérera toutes les questions, il pourra me les envoyer, je répondrai à toutes les questions avec un énorme plaisir. Merci. Et, et puis que le foot continue dans notre pays, le Maroc, qu'il soit encore meilleur et meilleur. Et puis à bientôt sur une autre émission avec vous. Merci beaucoup Nasser. Très bonne soirée. Je sais que chez Merci. vous c'est l'après-midi, hein. C'est ça. Oui, Donc merci oui, oui, beaucoup. exact, Merci exact, beaucoup. exact. Allez, bonne Merci. soirée. Allez, au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.